Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Kingzone N5. Alors tout d'abord je dois faire un petit avertissement. Cet avertissement concerne tout simplement le fait que, attention, les téléphones chinois ont tendance à être de la grosse merde. Alors pourquoi je vous dis ça avant la vidéo? Eh bien tout bêtement parce que voilà, j'ai le téléphone et je vais le tester tel que je l'ai reçu. Et tel que je l'ai reçu, c'est un téléphone sur lequel je n'ai pas beaucoup de critiques à émettre. Par contre je dois quand même vous avertir sur quelque chose, c'est que sur ce genre de téléphone, c'est un petit peu difficile de pouvoir juger. Parfois, en tout cas, il est assez difficile de pouvoir juger de la solidité à long terme de ces machines en les ayant utilisées voilà, une semaine ou deux, etc. Là, en l'occurrence, c'est presque 2 semaines, mais c'est pas forcément suffisant, parce que comme j'ai pu le remarquer, mis entre les mains de quelqu'un d'un petit peu moins méticuleux que moi, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui ne le traite pas comme si c'était, on va dire, un conteneur rempli de je sais pas, d'uranium ou de trucs de genre. Ok, bon, c'est sûr que j'ai tendance à prendre vraiment trop soin de mes affaires. Mais si vous mettez ça dans les mains de quelqu'un, je ne connais de quelqu'un, on va dire, de normal, hein, je ne sais pas pendant combien de temps il va réussir à fonctionner, et j'ai fait le test avec plein d'autres téléphones chinois, et habituellement, en passant ça à des gens dans mon entourage, etc., et habituellement, la moyenne de durée de vie de ces trucs-là est d'environ 3 mois, ce qui n'est pas formidable du tout. Donc je ne sais pas ce que ça vaut pour ce genre de téléphone, parce que pour l'instant, les marques que j'ai testées, c'est les trucs complètement no-name, les trucs de chez Doogee, et aussi un téléphone de chez Siswoo aussi, qui lui aussi a vécu pour l'instant à peine 3 mois avant de développer d'incroyables et énormes problèmes, notamment des taches blanches sur l'écran, notamment la batterie qui commence à complètement déconner, enfin bon, plein de problèmes de ce genre. Et ensuite, si je mets un point d'honneur à vous rappeler tout ça, c'est parce que j'ai quelques soupçons, même si pour l'instant j'en suis pas certain du tout, j'ai quelques soupçons que la marque Kingzone fasse partie encore de ces marques, vous savez, qui appartiennent au groupe KVD Oteda, là, où je crois que c'est Odeta ou Oteda, je sais pas exactement. Enfin, le groupe à qui appartient Doogee, Elephone, Ligou, Jacques Léo, Blueboo, je crois aussi, enfin bon, bref. Le groupe à qui appartient toutes ces marques, c'est-à-dire pratiquement 50% ou plus des marques de téléphones chinois, en fin de compte, appartiennent à ce groupe-là, et ils ont tous les mêmes problèmes, etc. Et comme j'ai vu un téléphone de chez Jacques Léo qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Kingzone N3, eh bien, je me dis, il y a peut-être des trucs qui va pas, parce que Jacques Léo, pour information, là c'est prouvé, c'est certain, c'est une marque qui appartient à Doogee. Kingzone, par contre, j'en sais rien du tout, mais quand j'ai vu un modèle de chez Jacques Léo qui avait exactement le même boîtier, exactement la même apparence qu'un modèle de chez Kingzone, je me suis dit, parce que habituellement, bon, si c'est exactement le même produit en termes d'apparence, ça veut dire habituellement même usine, même plan, et qui veut dire même usine, même plan, a priori veut dire même constructeur, même si c'est pas totalement certain, ça met de gros doutes, on va dire. Donc bref, prenez ce test avec un petit peu de précaution, parce que bien entendu, moi je n'ai pas vraiment eu beaucoup de problèmes, mais ça risque d'être encore un de ces téléphones où 3 mois plus tard, regardez les commentaires, pas forcément sur cette vidéo, mais sur mes vidéos, et vous verrez plein de gens qui vont se plaindre du truc, qui leur a pété entre les mains en très peu de temps, donc voilà. Grosse précaution, pour l'instant Kingzone reste sur ma liste des faisons attention, nous ne savons pas vraiment ce que ça vaut en réalité. Donc, avec quoi vient ce téléphone? Donc vous voyez le téléphone, hein, c'est lui, hein, je ne l'ai pas, enfin j'ai pas mis un téléphone comme ça juste pour vous distraire, qui n'a rien à voir avec le Kingzone N5. Donc voilà son apparence, il est tout en métal, enfin tout en métal, je veux dire, le contour est en métal, l'arrière est détachable, la batterie peut s'enlever, nous avons aussi les slow SIM standards, etc. Et aussi pour le slow SD bien sûr. Nous avons un écran qui est de, je crois que c'est 5 pouces, mais je suis pas certain que ce soit 5 pouces pile, on va vérifier ça tout de suite. Donc oui, c'est 5 pouces, c'est du 720p, c'est Android 5.1, c'est bien entendu AMT 6735, mais attention, la version à 1 GHz, avec Android 32 bits d'ailleurs, hein, quand vous avez la version à 1 GHz, c'est obligatoirement Android 32 bits, c'est une façon facile de pouvoir savoir ça. Ensuite, pour ce qui est des fréquences 3G, 4G et 2G qui sont supportées, il y a toutes les fréquences européennes et françaises qui sont supportées a priori, même si je n'ai aucun moyen de vérifier si le 800, la 4G LTE 800 fonctionne réellement chez nous. Nous avons 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça c'est valide, je confirme. Donc j'ai déjà parlé d'Android 5.1, c'est vraiment Android 5.1, il n'y a pas de bug, etc. Pourtant, par contre la batterie, ils disent 2600 mAh, c'est pas un gros mensonge,
comme on peut avoir parfois, où ils vous disent des trucs extravagants du style 3000 mAh ou plus ou plus ou plus. Là, l'autonomie nous laisse penser qu'il s'agit de plus ou moins 2200 mAh, c'est peut-être réellement une 2600 mAh avec un écran étrangement consommateur, ce qui serait bizarre parce que je pense pas, vu que s'ils disent que c'est un JDI, bon, je suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Pour ce qui est de l'appareil photo, alors nous avons un appareil photo à l'arrière qui est convenable mais sans plus, le flash est tout pourri par contre. À l'avant, nous avons un appareil photo avec autofocus, disent-ils. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment un bon autofocus, étant donné que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autofocus du tout en fait. Mais voilà, nous avons un appareil photo frontal qui est tout à fait décent. Et voici une vidéo faite en relativement haute luminosité. Je dis bien relativement, hein, c'est juste que je suis en face d'une ampoule, c'est surtout ça le truc. Qu'est-ce que je disais? Oui, avec la caméra de devant. Alors comme vous pouvez voir, voilà ce que ça donne. Hein. C'est pas forcément mauvais, hein. Pour une caméra de devant, c'est plutôt bon même. Et voici la même chose fait avec la caméra de derrière. Et avec le flash qui s'est allumé tout seul, je sais pas pourquoi, donc il doit se juger qu'il n'y a pas assez de luminosité, je ne sais pas. J'espère que vous voyez pas mes doigts dans la vidéo d'ailleurs, parce que je sais pas quel est exactement l'angle de cette lentille. Alors il nous parle d'un écran au Gorilla Glass, bon ça franchement ça me fait doucement rigoler, parce que j'ai littéralement jamais vu un téléphone chinois avec réellement du Gorilla Glass quand ils disent qu'il y en a. Je vais vous montrer d'ailleurs à quel point ce téléphone a un écran souple. Regardez-moi ça, j'appuie à peine dessus et ça fait de grosses déformations partout. Vous essayez avec un vrai téléphone, avec un vrai écran en Gorilla Glass, vous n'aurez pas ce genre de truc. Bon, bien entendu, à force d'appuyer très fort dessus, vous aurez très certainement de petites déformations que vous pourrez voir là-dessus, mais là, j'appuie à peine. Donc, bon, au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne bien, au niveau du GPS, ça fonctionne correctement sans être non plus extravagant. La réception 4G fonctionne sans aucun problème. On va passer rapidement donc sur toutes les fonctions qui sont marquées au dos de la boîte. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de reparler dans le reste de la vidéo. Donc, essayons d'ouvrir la boîte. Toc toc toc, hop, la voilà. Alors qu'est-ce que nous avons qui vient avec le téléphone? Donc, hop, juste de quoi le protéger, ça c'est une plutôt bonne chose. Voilà, nous avons une boîte standard, hein, bien entendu. Regardons ce qu'il y a en dessous. Nous avons un chargeur, j'ai envie de dire comme d'habitude avec ces chargeurs-là, faut pas s'attendre à grand chose, un câble banal, mais bon voilà, encore une fois faut pas s'attendre à grand chose, mais c'est quand même a priori utilisable. Pour les oreillettes, j'en sais rien, j'ai pas envie d'attraper le sida en me le foutant dans les oreilles. Ensuite, visiblement ça c'est la protection pour la batterie, mais la batterie était déjà fournie, insérée dans le téléphone. Nous avons un protège-écran à mettre soi-même, parce que bien entendu, le téléphone vient avec un protège-écran de transport, mais c'est, voilà, le protège-écran véritable, il va falloir que vous embêtiez à le mettre vous-même. Ensuite, nous avons une sorte de coque en plastique mou, enfin en caoutchouc tout bêtement, ou je sais pas comment on appelle ça, qui n'a absolument aucun intérêt, étant donné que c'est tellement souple que ça n'absorbera absolument aucun choc, ça sera juste fait pour empêcher de rayer votre téléphone, ce qui n'a absolument aucun sens, étant donné que la première chose qui va se produire, c'est très certainement le décollage de l'écran, ce qui fait encore moins pro que 2-3 rayures à l'arrière. Donc au contraire ça donnera l'impression que votre téléphone a jamais été utilisé et que pourtant l'écran s'est quand même déjà décollé, ce qui sera peut-être d'ailleurs réellement le cas d'ailleurs, hein. J'essaye de remettre les accessoires, donc voilà, rien d'exceptionnel en accessoires, rien non plus de minable, on va pas exagérer, mais a priori le chargeur c'est le genre de truc que je vous déconseille totalement d'utiliser parce que ça a tendance à bousiller les batteries, étant donné que ces chargeurs sont complètement nuls à chier. En plus de ça, ils font chauffer le téléphone. Mince, j'ai oublié de remettre le bon, c'est pas grave, on s'en fout. En plus, ils ont tendance à faire chauffer le téléphone, étant donné que, bien entendu, le courant qu'ils donnent est complètement dégueulasse, alors du coup, la rectification interne a tendance à surcompenser à l'intérieur du téléphone, ou le téléphone a tout bêtement, comme j'ai vu avec plusieurs téléphones, j'ai pas testé le chargeur, mais franchement, je ne perds plus mon temps avec ces trucs-là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le truc le plus probable qui risque de se passer avec ce genre de chargeur, c'est vous le branchez au secteur, vous branchez ça à votre téléphone avec le câble d'origine et tout ça, et le téléphone ne rechargera tout simplement pas, étant donné que le chargeur n'est pas capable de fournir l'électricité nécessaire pour faire en sorte que ça fonctionne. J'ai vu ça avec un tel nombre de téléphones chinois, on se demande s'ils testent vraiment le bundle qui est donné avec. En tout cas, a priori, la plupart du temps, le téléphone reste encore ce qui est le plus convenable dans la boîte, ce qui paraît a priori une bonne chose, mais ça ne veut pas dire grand chose, parce que quand on vous fournit des accessoires aussi pourris que ça,
A priori, bon, je dis pas que les accessoires fournis pour ce téléphone en particulier sont si pourris que ça, mais en tout cas les accessoires qu'on vous fournit habituellement avec ces téléphones sont si pourris que ça ne laisse pas grand espoir, en tout cas en matière de qualité du reste du téléphone, parce que s'ils ont même pas testé si le chargeur est compatible avec le téléphone, c'est difficile de prendre au sérieux le fait qu'ils aient testé réellement le téléphone tout court. Donc maintenant, regardons le téléphone. Alors le téléphone, comme je le disais, c'est un simple MT6735 à 1 GHz, vous savez, en gros le processeur le plus bas de gamme que l'on puisse trouver actuellement sur le marché, c'est-à-dire en gros plus bas de gamme que le Snapdragon 400, hein, c'est dire, enfin, ou le Snapdragon 410, pour information, moi je les mets ensemble, même s'ils sont pas exactement identiques, parce que bon, en pratique, à l'utilisation, il y a un petit avantage pour le 410, mais c'est vraiment tellement léger que on s'en fout. Donc qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui voilà, ça donne des performances qui sont dans les mêmes ordres que le Snapdragon 410. Alors parlons un peu encore du hardware, hein, on va parler tout d'abord de l'autonomie. Alors l'autonomie c'est un peu plus de 5 heures. A priori, avec un processeur de ce type-là, qui est vraiment peu consommateur, c'est franchement pas du tout une batterie 2600 mAh, ça c'est clair. Donc un peu plus de 5 heures, plus 14 heures de veille en utilisation normale, enfin dans mon test en fait. Donc c'est toujours le même test hein, que je fais sur tous les téléphones, donc vous pouvez comparer. Alors pour information, 5 heures plus 14 heures de veille, qu'est-ce que je raconte, 5 heures d'écran allumé, hein, c'est utilisation écran allumé pendant 5 heures, plus 14 heures de veille, pour simuler une journée entière avec le téléphone en veille en fait. Eh bien, donc ce téléphone est capable de tenir 5 heures donc d'écran allumé, comme je le disais. Je ne sais pas pourquoi je me répète un millier de fois, mais je continue à me répéter, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, alors c'est dans la moyenne à peu près, c'est ce qu'on peut appeler la moyenne, c'est à peu près la même autonomie que ce que peut donner par exemple le Asus Zenfone 2 dans sa version la plus haut de gamme, c'est-à-dire, enfin pas les Zenfone 2 laser, hein, les nouveaux qui viennent de sortir, mais les Zenfone 2 avec le processeur Intel, celui avec 4 Go de RAM. À ce test-là, il fait à peu près la même durée d'écran allumé. Sinon, il y a aussi le Motorola Moto X seconde génération, à un petit peu moins. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, le Galaxy S6 devrait lui aussi avoir à peu près dans cet ordre-là d'autonomie, ainsi que les iPhones non plus, c'est-à-dire en gros le 6, le 6S, le 5S, ce genre de trucs ont à peu près la même autonomie aussi, peut-être un peu moins même. Donc voilà, ça reste tout à fait honnête, mais c'est pas du tout ce qui nous est promis sur la boîte, hein. Alors pour la durée de recharge par contre, alors là faut y aller quoi, hein. Habituellement c'est environ 3,5 heures pour recharger le téléphone. On a le temps de recharger beaucoup de téléphones 2 fois de suite dans cette durée de temps, donc c'est assez moyen, hein. Alors pour ce qui est de la prise en main, le téléphone est relativement agréable, il ne glisse pas des mains, il est tout simplement il a un maintien convenable, on va dire, c'est pas une savonnette comme certains téléphones. Rien à dire à propos de ça, il est pas déséquilibré non plus, genre 2 fois plus lourd à l'avant qu'à l'arrière, ça arrive sur certains téléphones et ça peut être vachement désagréable. Ce n'est pas le cas de ce téléphone-là. Comme vous l'avez vu, vous avez des boutons capacitifs pour home, retour et menu, et ces boutons ne sont pas rétroéclairés et fonctionnent bien par contre, hein, y a pas de problème, ça ne jure pas avec le clavier par exemple, ou sur certains téléphones, ça devient très très rare de nos jours, peut-être même que ça a complètement disparu, mais en tout cas vous tapez sur le clavier et des fois vous appuyez sur home sans faire exprès, normalement ça n'arrivera pas sur ce téléphone, donc la gestion est bonne. Alors parlons de l'écran maintenant, donc la luminosité en extérieur est assez moyenne, on y verra quelque chose, c'est pas non plus dérangeant. Pour la luminosité dans le noir, alors il n'y a pas de souci, c'est pas trop éblouissant, ça pose pas de problème. La colorimétrie est bonne, il y a absolument rien à dire à ce propos aussi. C'est une colorimétrie convenable, on arrive à voir tout ce qui se passe sans problème, les couleurs sont convenable, on va dire, c'est pas non plus un bon AMOLED ou je suis pas sûr que ce soit un JDI parce que justement ou alors c'est tout simplement au niveau logiciel, la colorimétrie est peut-être pas gérée de manière optimale, mais en tout cas ça n'est clairement pas dans les mauvais téléphones en termes d'écran au niveau du respect des couleurs. Pour l'ajustement automatique de la luminosité, j'ai absolument aucun souci à déplorer. Pour le tactile, alors il est pas forcément ce qui se fait de plus précis, mais ça passe sans problème, ça s'utilise. Alors un petit truc un peu accessoire, c'est la LED de notification, ça peut être utile, ça peut être sympa même pour certains. Certaines personnes ne jurent que par ça, moi personnellement je trouve ça extrêmement pratique d'ailleurs. Il y en a une, elle se trouve vers là, et vous la verrez qu'à peine clignotée, on peut complètement oublier son existence, étant donné que c'est vraiment un très très faible point clignotant sur le haut de l'écran.
Alors maintenant parlons de l'audio sur ce téléphone et donc la qualité en appel. Alors la qualité en appel, on vous entend bien à l'autre bout, mais par contre le haut-parleur, je suis désolé franchement, mais il est très moyen. On a vraiment l'impression de téléphoner dans un vieux téléphone fixe des années 80, c'est magnifique, et le volume est à mon avis à peine un petit peu en dessous de ce que l'on voudrait en termes de puissance. C'est dommage. Donc bref, pour les appels, préparez un kit main libre, hein, je pense que c'est ce qui reste encore de plus pratique. Si quelqu'un à l'autre bout, enfin voilà, a un téléphone où on n'entend rien, ou je sais pas quoi, il a un micro pas très puissant, ou ce genre de truc, bah croyez-moi, ce téléphone ne va pas améliorer les choses, clairement pas. Pour ce qui est du haut-parleur tout court, alors le haut-parleur, lui, si vous regardez une vidéo sur YouTube ou ce genre de truc, fonctionne sans aucun problème. La puissance est plutôt bonne, la qualité est tout à fait convenable aussi. Pour ce qui est de la réception GSM, aucun problème, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est du Wi-Fi, c'est pareil, ça fonctionne bien. Pour ce qui est du Wi-Fi 5 GHz, c'est bien, oui, il le supporte, ça fonctionne. Et pour ce qui est par contre de la compatibilité Free en 4G, alors là par contre, bah non, il va falloir bien entendu bidouiller à mort pour foutre son IMEI d'un autre téléphone que l'on aurait chez soi ou un truc de ce genre. Enfin bref, quelque chose de pas du tout évident à faire hein, pour la plupart des gens et qui, dans certains pays, je ne sais pas pour le nôtre, est considéré comme illégal. Pour ce qui est de la chaleur dégagée par le téléphone, alors nous n'avons pas un téléphone qui chauffe un max, mais on sent quand même la chaleur à l'arrière du téléphone, ce qui est assez étonnant pour un processeur aussi basse consommation malgré tout. Donc je sais pas trop ce qui fait ça, mais ça doit être des puces de régulation de la tension autour du processeur qui doivent chauffer plus que le processeur lui-même. J'ai déjà vu ça assez souvent sur des téléphones plus ou moins bas de gamme, y compris le OnePlus One étonnamment, où les composants qu'il y a autour du Snapdragon 801 chauffent plus que le Snapdragon 801 lui-même. Yeah, youpi, c'est génial. Donc maintenant parlons de la partie logicielle, et donc il n'y a pas forcément de surcouche sur ce téléphone, je peux pas considérer ça réellement comme étant une surcouche, c'est plus une légère modification du thème d'Android. Donc parlons tout d'abord des petites fonctions qu'il y a dans ce téléphone qu'il n'y a pas dans Android stock. Alors il y a très certainement ce que j'appellerais la pire, mais littéralement la pire implantation ou implémentation, je sais pas trop comment on dit ça en français, du knock to unlock, c'est-à-dire en gros, vous savez, vous tapez sur l'écran et hop, ça se déverrouille. Alors, vous allez voir que ça va marcher du premier coup cette fois-ci vu que je suis en vidéo. Non, c'est bon. Vous voyez à quel point c'est ultra foireux quoi. Ah là, ça a marché du premier coup. Mais très franchement, il est bon, je sais pas si parce qu'il y a un temps de chargement ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que maintenant ça fonctionne. Ouais, je sais pas. En tout cas, très franchement, quand vous faites ça une fois de temps en temps comme ça marche super mal. C'est littéralement la pire version du knock to unlock, c'est-à-dire frapper à la porte quoi, toquer enfin c'est ça que ça fait en traduction française, c'est toquer pour déverrouiller. Donc voilà, alors les choses non standards qu'il y a dans le système, a priori rien, très franchement, c'est comme je disais, c'est juste Android stock, hein, tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'il y a après comme saloperie que l'on doit se farcir dans le téléphone de préinstaller? Eh ben, littéralement rien. Il y a rien, il y a juste des trucs pour gérer le Smart Wake, une lampe torche tout à fait, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est pas un truc qu'ils ont téléchargé sur le Google Play Store avec un adware incorporé ou des conneries de ce genre. Non, c'est vraiment littéralement une lampe torche constructeur, tout ce qu'il y a de plus basique. Et il y a rien de préinstallé, littéralement rien du tout. Même les trucs Google sont pas préinstallés, c'est-à-dire que même YouTube, même attends, qu'est-ce que c'était? Même Gmail, vous êtes obligé de l'installer vous-même. Donc il y a littéralement rien de préinstallé là-dedans. D'ailleurs, un truc que je viens de me rappeler, c'est que le clavier intégré au truc, c'est-à-dire en gros le clavier Android AOSP comme on l'appelle, c'est-à-dire le truc qui est donné avec Android version open source, eh bien bon là j'ai installé Swiftie, mais celui-là qui est installé dedans en fait ne supporte même pas l'autocorrection en français, donc vous êtes obligé d'installer le clavier Google ou Swiftie ou peu importe sur le Google Play Store pour avoir l'autocorrection parce que d'origine il n'y en a pas du tout. Alors à quel suivi logiciel doit-on s'attendre avec ce téléphone? Eh bien j'ai envie de dire absolument aucun, on est à peu près, enfin vous pouvez comparer ça à un téléphone bas de gamme, mais vraiment bas de gamme, hein, quoi, de mi-2012 ou un truc de genre. Vous aurez 2-3 correctifs de bugs de temps en temps juste après la sortie du téléphone et ensuite vous ne verrez plus jamais aucune mise à jour et vous ne verrez plus jamais aucune nouvelle version d'Android sur ce téléphone-là. À savoir d'ailleurs que Google, pour intégrer les services Google dans le téléphone, c'est-à-dire pour intégrer le Play Store notamment,
impose au constructeur de faire en sorte que le téléphone soit supporté sur au moins 18 mois. C'est-à-dire qu'en gros, si une nouvelle version d'Android sort dans les 18 mois après la sortie du téléphone, normalement le constructeur est obligé de sortir une mise à jour pour cette nouvelle version d'Android. Donc c'est là où on voit qu'en fin de compte le Play Store a été une version plus ou moins piratée du Google Play Store, parce que ces constructeurs, ainsi que tous les constructeurs utilisant des processeurs de ce type-là, ayant des petites marques no-name et compagnie, ne respectent pas du tout cet impératif, on va dire. Donc maintenant, pour ce qui est de la réactivité, alors la réactivité est excellente. Quand vous ouvrez un programme, il arrive littéralement juste après, quoi. Il y a absolument rien à reprocher à ça, hein. Vous ouvrez même un programme relativement complexe comme la caméra. Oui, c'est un programme relativement complexe. Ou le Google Play Store, il arrive après un temps d'attente franchement raisonnable. Après, pour la fluidité, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas totale, et c'est normal. En même temps, nous avons du 720p avec un processeur, certes un Cortex A53, mais à seulement 1 GHz. Alors certes, à 1 GHz, ça a quand même des performances d'un Cortex A7 à 1,7 GHz à peu près. Donc ça a à peu près les mêmes performances qu'un MT6592 en fin de compte. 4 cœurs en moins, mais ça on s'en fout, ça change rien. Mais il a un GPU très mauvais à côté du 6592. Donc au final, si vous devez choisir entre un processeur avec un 6735 ou un 6592, mais prenez le 6592 tout de suite, même s'il fonctionne pas sous Android 5.1 malheureusement. Et donc oui, la fluidité est ce qu'elle est, quoi. Elle n'est pas phénoménale, mais elle est convenable. Pour ce qui est de la stabilité, je n'ai rien à dire de spécial, je n'ai pas eu un seul bug en utilisant ce téléphone, donc voilà, je crois que ça résume un petit peu le truc. Alors le fonctionnement en jeu par contre est très moyen à cause du GPU qui est lui-même très moyen d'ailleurs. Pour information, le GPU, si vous savez pas ce que c'est un Mali T720 double cœur à, je crois que c'est 450 MHz pour la version 1 GHz de ce processeur. Et donc ce GPU là a tendance à avoir quand même un meilleur fonctionnement que ceux au quoi on pourrait s'attendre. Mais voilà, faut pas s'attendre à du haut de gamme, quoi. Si vous hésitez entre un téléphone au même prix chez nous et celui-là, vous n'avez pas vraiment d'argument qui part en faveur de celui-là. Donc maintenant, en conclusion, alors qu'est-ce que je peux dire, c'est que, alors les points forts de ce téléphone, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Android stock sans aucune merde de préinstaller, ça c'est vraiment, on pourrait appeler ça un point fort, hein, littéralement, je pense que y a rien à dire de spécial là-dessus. Ensuite, je crois que c'est tout en fait. Donc maintenant les points faibles. Le suivi logiciel qui est quasi inexistant chez ces entreprises, mais alors quand je dis quasi inexistant, je crois que je peux dire sans trop de problèmes qu'il est inexistant tout court. Ensuite, il y a la garantie qui est impossible à faire jouer, bien entendu, parce que de toute façon, ça coûterait trop cher à le renvoyer là-bas, parce que frais de port international, etc. Vous avez acheté un téléphone à 120 €, vous devez payer 50 € pour l'envoyer à l'étranger, enfin en Chine en l'occurrence, pour pouvoir, voilà, il faut faire confiance au truc pour prier pour qu'il revienne. Je crois que vous aurez plus vite fait de demander un remboursement PayPal si ça fait pas déjà, si la garantie PayPal n'est pas encore finie, tout bêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Il y a la grande inconnue sur la qualité de la batterie, qui a l'habitude sur ces téléphones-là de tenir que quelques mois et ne plus fonctionner du tout après. Quand je dis quelques mois, ça veut dire c'est un truc qui varie entre 2 et 6 mois avant que la batterie n'ait même plus 30 minutes de fonctionnement écran allumé. Je sais pas si c'est le cas pour ce téléphone-là. J'espère très sincèrement que ce n'est pas le cas, mais voilà, je ne peux rien vous promettre du tout. Ensuite, voilà, il y a le reste de la qualité, l'écran qui a tendance à se décoller sur ces téléphones. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que un des coins de l'écran s'était décollé, donc voilà, je ne peux pas exclure la possibilité que ça puisse arriver, même si j'ai quand même tendance à penser que ça doit être plus difficile que sur la plupart des autres téléphones, car personnellement j'ai essayé de plier ce téléphone et tout, je n'ai pas eu le problème qui m'est arrivé comme par exemple avec les Elephone P7000 et autres conneries de chez Elephone, où l'écran a tendance à la moindre très légère torsion en appuyant sur le bas du téléphone comme ça, à faire pouk 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 et hop c'est bon, on a un millefeuille, c'est plus un téléphone.
Donc bref, voilà, c'est difficile de dire si ce téléphone est solide ou non, comme je le disais au début de cette vidéo. Donc, les produits que l'on peut trouver à peu près au même prix. Donc vous avez le Motorola Moto E 4G. Alors le Motorola Moto E 4G, bon bah voilà, c'est à peu près au même prix, c'est bien sûr plus petit, c'est du 4,5 pouces, pas du 5 pouces. Mais c'est un téléphone qui a vraiment un écran Gorilla Glass, ça c'est vrai, c'est clair. C'est un téléphone où vous aurez pas un haut-parleur qui déconne. C'est un téléphone où il y a un vrai suivi logiciel. Bon bref, c'est un téléphone où vous avez a priori pas mal de choses que vous pouvez vous mettre sous la main en vous disant voilà, j'ai acheté un téléphone qui va durer un petit moment au moins et qui a une vraie garantie. Donc oui, voilà, bon, en dehors de la taille de l'écran et de sa résolution, qui n'est pas forcément tout le temps à son avantage d'ailleurs pour ce téléphone, il y a pas grand chose que l'on pourrait dire sur le Motorola Moto E 4G qui serait vraiment mieux. Ensuite, on peut trouver des téléphones de chez Xiaomi pour à peu près le même prix, comme le Redmi 2 ou des trucs comme ça. Donc le Redmi 2 coûte à peu près le même prix et a un bien meilleur appareil photo, celui-là est très bruité, encore une fois. Voilà, sinon c'est à peu près le même type d'utilisabilité, c'est un téléphone plus petit bien sûr, mais c'est un téléphone bien plus solide aussi, donc bon, je pense que ça reste encore un meilleur choix. Vous pouvez aussi trouver des saloperies comme le Galaxy Core Prime chez nous, qui est pas l'un des pires téléphones que l'on peut trouver chez Samsung actuellement, et qui reste à mon avis toujours un meilleur choix que ce téléphone-là. Mais voilà. Alors les évolutions software possibles, alors à mon avis rien, je pense qu'on va rester sur Android 5.0, mais comme il fonctionne bien, a priori on ne peut pas non plus dire que c'est si grave que ça. Si ça avait été une version d'Android 5.0 complètement buggée, à la limite, oui, là, on aurait pu être mécontent, mais là, voilà, y a pas grand chose non plus à dire. Donc voilà, bon, bah, je peux conclure la conclusion sur le fait que c'est un téléphone qui n'a comme argument que la taille de son écran, et éventuellement la résolution qui l'accompagne, d'ailleurs, hein, c'est pas certain, et sa quantité de RAM, à la limite, vu qu'il y a 2 Go de RAM, peut aussi être un argument à sa faveur, mais à mon avis c'est bien trop maigre pour justifier le fait de prendre un risque et de prendre un téléphone d'une marque que l'on ne connaît pas plus que ça. Donc par contre, si vous êtes prêt franchement à faire confiance à une marque de ce type-là, ce n'est pas le pire que vous puissiez trouver à mon avis. Enfin je veux dire, il y a eu milliards de fois pire quoi. Il y a eu le Oukitel U8 que j'ai pu tester, qui était genre arrivé en pièces détachées chez moi. Bon voilà, il y a quelques téléphones comme ça qui sont bien plus mauvais, même plus chers, comme encore une fois le Elephone P7000 qu'on ne présente pas. C'est très certainement l'arnaque du siècle celui-là. Et bon voilà, il y a plein de téléphones qui sont pires que celui-là, ça c'est clair. Mais voilà, je suis pas tellement certain que le risque en vaut la peine. Et voilà, ceci conclut la vidéo sur le Kingzone N5, et franchement, c'est pas le pire téléphone que j'ai vu. S'il avait eu un haut-parleur en appel qui fonctionnait bien, et qu'il y avait un SAV et un suivi logiciel qui serait convenable, il aurait même pu être recommandable. Malheureusement, le problème c'est qu'il y a toujours cet inconnu de ces marques totalement, justement, inconnues, qui ont tendance à se foutre royalement de notre gueule, donc c'est difficile à dire si vraiment c'est un téléphone qui vaut le coup. Je le répète encore une fois, mais voilà, j'espère que j'ai été, on va dire, suffisamment clair sur ce point-là. Je doute que ça en vaille la peine. Allez, salut à tous et à la prochaine!